Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection de l'Institut Napoléon. Fondé et dirigé par Jacques-Olivier Boudon et Éric Ledru. Le maréchal Marmont, d'un empire à l'autre. 1774 à 1852. Dans la même collection. 1. Jacques-Olivier Boudon dire Brumaire. La prise de pouvoir de Bonaparte. 2. Jean Tullard, la province au temps de Napoléon. Conférence de l'EPHE établie par Jean Tabeur. 3. Jacques-Olivier Boudon dire Armée, guerre et société à l'époque napoléonienne. 4. Jacques-Olivier Boudon dire Le Concordat et le retour de la paix religieuse. 5. Andrej Pike, les souvenirs du vieux Slovène. En Russie avec la Grande Armée. Recueilli et mis en forme par Josip Jušić, traduit du slovène et présenté par Alain Jetchich. 6. Franz Witter, les provinces illyriennes. 5 études. Édition conçue et préparée par Alain Jetchich. 7. Souvenirs du Mamluk Ali sur la campagne de Russie en 1812. Manuscrit déchiffré, établi, présenté et annoté par Jacques Jourquin. 8. Théodore von Papet, Journal de ma campagne de Russie. Traduit par Annette et Dietmar et Husler. Présenté et annoté par Alain Chappet. 9. Jacques-Olivier Boudon dire Police et gendarmerie dans l'Empire napoléonien. 10. Un député à travers la Révolution et l'Empire. Journal de François-Jérôme Riffard Saint-Martin. 1744 à 1814. Introduction. Édition et notes par Jacques-Olivier Boudon. 11. Jacques-Olivier Boudon dire Napoléon et les femmes. 12. Jacques-Olivier Boudon dire Napoléon Ier, Napoléon III bâtisseur. 13. Souvenir en bonne partie inédit du Mamluk Ali. 1813 à 1815. Manuscrit déchiffré, établi, présenté et annoté par Jacques Jourquin. 14. Jacques-Olivier Boudon dire Les provinces illyriennes dans l'Europe napoléonienne. 1809 à 1813. 15. Jacques-Olivier Boudon dire Sous l'empire de Joséphine. 16. Jacques-Olivier Boudon Rémy M. de la Côte dire La crise concordataire. Catholique français et italien entre Pie VII et Napoléon. 1808 à 1814. 17. Jacques-Olivier Boudon dire La cour sous le Premier et le Second Empire. 18. Jacques-Olivier Boudon dire La marine sous le Premier et le Second Empire. 19. Jacques-Olivier Boudon dire Le choc des empires. France et Russie. 1798 à 1870. 20. Jacques-Olivier Boudon dire Bonaparte et l'Orient. L'expédition d'Égypte. 1798 à 1799. 21. Jacques-Olivier Boudon dire Artiste et écrivain sous le Premier et le Second Empire. Illustration de couverture. Le maréchal Marmont. Dessin par Bonbled. Sous la direction de Jacques-Olivier Boudon. Le maréchal Marmont, d'un empire à l'autre. 1774 à 1852. 22e volume de la collection de l'Institut Napoléon, publié avec le concours du Centre d'histoire du XIXe siècle et du souvenir napoléonien. Édition SPM, Paris 2021. Les auteurs. Les auteurs. Jacques-Olivier Boudon est professeur d'histoire de la Révolution et de l'Empire à Sorbonne Université et président de l'Institut Napoléon. Il est chargé depuis 2012 d'organiser le colloque annuel de la ville de Rueil, sous le label Ville impériale. Il a publié une trentaine d'ouvrages dont La campagne d'Égypte, Belin, 2018. Il vient de publier Le sexe sous l'Empire, Librairie Vuibert 2019, et Napoléon le dernier romain, Belles lettres, 2021. Pascal Cyr est docteur de l'Université de Montréal. Sa thèse Waterloo et enjeux a été publiée chez l'Harmattan. Toujours chez le même éditeur, il a également publié une étude sur la campagne d'Égypte, Égypte, la guerre de Bonaparte. Il est également l'auteur de La campagne de France, 1814, La chute de l'Empire publiée aux éditions Sotéka en 2018.
Il vient de faire paraître, en collaboration avec Sophie Muffat, Decès en Égypte. Le conquérant de Bonaparte, juillet 1798 au mars 1800. Alain-Jacques Czouztornare, historien des relations franco-suisses, docteur ès lettres de la Sorbonne, vice-président honoraire de la Fondation pour l'histoire des Suisses dans le monde, a publié de nombreux ouvrages consacrés à l'histoire de la Révolution et de l'Empire, parmi lesquels Une histoire de la Révolution pour les nuls, 2009, et plus récemment La prise des Tuileries et le sacrifice de la garde suisse. 10 août 1792, SPM 2017. Franck Favier, agrégé et docteur en histoire, prix Premier Empire de la Fondation Napoléon en 2015, est professeur en classe préparatoire au lycée Janson de Sailly à Paris. Il est notamment l'auteur de 2 biographies consacrées à Berthier-Perrin, 2015 et Marmont-Perrin, 2018. Natalia Griffon de PLEINEVILLE, historienne, a publié de nombreux livres et articles consacrés à l'histoire militaire de la période napoléonienne, et notamment à la Russie et à la guerre d'Espagne, parmi lesquels récemment parus Les généraux russes face à Napoléon, Lem édite 2016, La première invasion du Portugal par l'armée napoléonienne, 1807 à 1808, Paris Economica 2017. Vincent Haegele, archiviste paléographe, conservateur des bibliothèques de Versailles, a publié de nombreux travaux consacrés à l'Empire parmi lesquels une biographie de Murat, Perrin 2015, et plus récemment Napoléon et les siens, Perrin 2018. Il a aussi édité l'un des premiers romans de science-fiction, L'Empire savant, écrit par Pierre-Marie Desmarais, Publi.net 2019. Alain Jejcic, historien, a contribué, à l'occasion du bicentenaire des provinces illyriennes, à mieux faire connaître au public français cette région du sud-est de l'Europe, d'abord en traduisant les mémoires d'Andrzej Pike, SPM 2008, puis 5 études du grand historien slovène Franz Witter, SPM 2010, enfin en dirigeant un dictionnaire biographique des provinces illyriennes, SPM 2018. Jacques Jourquin, vice-président de l'Institut Napoléon, rédacteur en chef honoraire de la Revue du souvenir napoléonien, auteur de nombreux livres et articles sur les personnels de l'Empire, dont un dictionnaire des maréchaux, Christian 1999, achève la publication des souvenirs du Mamluk Ali. Nordine Kadaoui, docteur en histoire de l'Université d'Avignon, a soutenu en février 2020 une thèse préparée sous la direction de Nathalie Petitot, intitulée « Le maréchal Marmont 1774 à 1852 », un itinéraire militaire à l'ombre de Napoléon Bonaparte, de l'amitié à la trahison. Charles-Éloi Vial, archiviste paléographe et docteur en histoire, est conservateur au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France et secrétaire général de l'Institut Napoléon. Il a notamment publié 15 août 1811, L'apogée de l'Empire, Perrin 2019, et Les 100 jours, mars-novembre 1815, Perrin 2021. Laetitia de Witt, docteur en histoire de Sorbonne Université, est l'auteure d'une biographie du prince Victor Napoléon, Fayard 2009. Elle vient de publier L'Aiglon. Le rêve brisé de Napoléon, Talandier, 2020. Introduction. Par Jacques-Olivier Boudon. Marmont n'a pas bonne presse en France. Mais transportons-nous en Croatie ou en Slovénie, et nous retrouvons le duc de Dalmatie, gouverneur des provinces illyriennes, certes représentant de la puissance occupante, mais aussi administrateur habile, capable de mettre en chantier la première route côtière du pays, désignée encore aujourd'hui sous le nom de route Marmont, ou de promouvoir le développement des langues locales. À Split, la principale rue commerçante de la ville est la rue Marmont. À Paris, Marmont est l'un des rares maréchaux à ne pas avoir vu son nom accolé à un boulevard parisien. En revanche, à Châtillon-sur-Seine, sa patrie natale, on n'a jamais oublié l'enfant du pays qui a légué à la commune ses archives et une partie de ses biens, après avoir favorisé le développement économique de sa région natale. L'homme est complexe et aurait peut-être été un des oubliés de l'histoire sans la décision qu'il prit le 4 avril 1814 de faire en sorte que ses troupes se déplacent d'Essonne vers Versailles, découvrant ainsi la couverture que s'était créée Napoléon entre Fontainebleau et Paris, un Napoléon qui au même moment vient d'abdiquer. Entre le 3 et le 4 avril, échangeant avec le feldmaréchal autrichien Schwarzenberg qui commande les troupes alliées, Marmont a scellé son destin,
celui d'un homme, ami de l'empereur depuis leur début commun au siège de Toulon, qui s'est progressivement éloigné de son mentor, jusqu'à cette rupture irrémédiable dont Marmont n'avait peut-être pas mesuré les conséquences en termes de mémoire. L'intérêt que suscite Marmont n'est pas un hasard au moment où l'on célèbre le 2e centenaire de la mort de Napoléon, et où l'on continue à s'interroger sur la force de la légende que sa mort a suscitée. Marmont participe in fine de la face noire de cette légende, après avoir contribué à la forger. Il est l'un des premiers compagnons du jeune Bonaparte qui l'épaule au siège de Toulon, avant de l'accompagner en Italie puis en Égypte, multipliant les actions d'éclat. L'un et l'autre, jeunes mariés, espèrent que leurs épouses vont les rejoindre en Égypte. Joséphine et Élisabeth y ont songé, avant d'y renoncer, peu promptes à braver les dangers maritimes. L'une et l'autre se sépareront de leurs femmes épousées à l'époque du Directoire, les unes et les autres ayant profité d'une certaine liberté en matière de mœurs. Puis le lien se distend sans jamais se rompre. Mais leur relation interroge, et si l'on veut comprendre le choix du 4 avril, il faut sans doute s'intéresser à leurs relations antérieures. Déjà en Égypte, le contact se dénoue. Si Marmont est un des acteurs principaux de la prise d'Alexandrie, il n'est pas ensuite impliqué dans l'équipée vers le Caire, ni dans l'expédition vers la Syrie, se contentant d'un commandement de la région d'Alexandrie où il se montre maladroit au moment du débarquement des Turcs dans la presqu'île d'Aboukir en juillet 1798. Pourtant le général Bonaparte l'embarque avec lui, quand il décide rentrer en Europe. Il est probable que rentre alors en France le gendre du banquier Pergaud, qui sera l'un des principaux financiers du coup d'État de Brumaire. Les 18 et 19 Brumaire, il n'est pas non plus aux premières loges, même si sa fidélité est récompensée par un siège au Conseil d'État, signe que Bonaparte a perçu en lui des talents d'administrateur. Sauf au cours de la seconde campagne d'Italie, il n'est plus directement en contact avec Napoléon, que ce soit lors de la préparation de l'expédition contre l'Angleterre qu'il prépare dans la lointaine Hollande, à Austerlitz ou lors des campagnes suivantes. Absent de la promotion des maréchaux de 1804, noyé parmi les généraux présents à Notre-Dame lors de la cérémonie du sacre, on a parfois le sentiment que Napoléon a cherché à le maintenir à distance, l'employant sur des théâtres périphériques d'action, la Dalmatie puis les provinces illyriennes, l'Espagne enfin. Il faudra attendre le désastre de Russie et la contraction de l'armée pour le voir revenir tardivement dans l'orbite de Napoléon, au cours de la campagne de Saxe puis surtout de la campagne de France. De ce fait, il est davantage associé aux échecs, de Leipzig à la capitulation de Paris, qu'aux victoires de Napoléon, ce qui a sans doute contribué à ternir sa mémoire. Ses succès dans les provinces illyriennes et la popularité qu'il s'est acquise sur place ne suffisent pas à compenser, avant même la journée du 4 avril 1814, le déficit de crédit acquis par d'autres maréchaux. Il n'est pas anodin que la figure emblématique du traître qu'incarne Marmont puisse aussi apparaître comme marquée du sceau de la fidélité politique. Il sert fondamentalement deux souverains, Napoléon jusqu'au moment où il estime que l'expérience impériale a vécu, puis les représentants de la branche aînée des Bourbons, y compris dans la périlleuse Révolution de Juillet, puis en exil. Marmont est un des rares personnages de l'époque à ne pas figurer dans le dictionnaire des girouettes, paradoxe pour un traître. On peut dès lors s'interroger sur son sens politique, dont il paraît clairement dénué. De Napoléon, Marmont a au moins retenu une leçon. Elle tient à l'importance accordée à la mémoire. Marmont n'aura de cesse d'effacer la tâche originelle que constitue la défection d'Essonne. Elle le conduit à rédiger 9 volumes de mémoires qui forment un ensemble tout à fait important pour comprendre l'homme et son époque. Mais il est allé plus loin, en léguant ses papiers à sa ville natale, sans crainte du jugement de la postérité. Marmont s'en remet à l'histoire, soucieux que son action ne se réduise pas à une journée. D'un certain point de vue, il a réussi son pari comme en atteste le regain d'intérêt à l'égard de sa personne et de son action, avec la publication récente d'une biographie définitive par Franck Favier et la soutenance de la thèse de Nordine Kadaoui sur le thème de l'amitié en politique. L'ouvrage collectif qu'on va lire en est une autre illustration. Fruit d'un colloque organisé conjointement par l'Institut Napoléon et le Souvenir napoléonien, il réunit les meilleurs spécialistes de la question et permet un dialogue sur les diverses facettes du maréchal Marmont. Dans les pas de Bonaparte.
Par Franck Favier. Nous étions tous très jeunes, depuis le chef suprême jusqu'au dernier des officiers, tous brillants de force, de santé et dévorés par l'amour de la gloire. Notre ambition était noble et pure. Aucun sentiment d'envie, aucune passion basse ne trouvait accès dans nos cœurs, une amitié véritable nous unissait tous. Cette citation des Mémoires de Marmont, relatant la première campagne d'Italie, montre s'il le fallait les liens forts tissés et l'enthousiasme qui anime les hommes sous les ordres de Bonaparte. Marmont fut l'un des plus anciens compagnons de Bonaparte aux côtés de Muiron et de Junot. Au-delà de leur destin contrasté, ces valeureux jeunes gens s'étaient liés avec Bonaparte lors du siège de Toulon 2 ans plus tôt. Leur zèle, leur bravoure, leur entrain pendant les combats furent remarquables. Bonaparte les prit ainsi très rapidement sous son aile. Très rapidement, les 3 hommes tombèrent en admiration devant leur nouveau chef. Junot lui voua un véritable culte, Muiron était prêt à se sacrifier pour lui, ce qu'il fit d'ailleurs, et Marmont le qualifia d'homme extraordinaire. Ce compagnonnage ancien explique évidemment le ressenti de la défection de 1814 car il implique les liens entre les 2 hommes. Un homme avec lequel j'ai partagé mon pain, dira Bonaparte, peut-être l'un des rares amis qu'ait véritablement choisi Bonaparte. De 1793 à 1800, le destin de Marmont fut intimement lié à celui de son général. Ses mémoires, ses papiers personnels à Châtillon-sur-Seine, notamment les lettres à ses parents, montrent l'enthousiasme dont il fit preuve dans son sillage. La formation d'une amitié. Auguste Frédéric Louis Viès de Marmont naquit à Châtillon-sur-Seine, aux confins de la Champagne et de la Côte d'Or, le 20 juillet 1774, dans une famille de petite noblesse. Très vite son goût prononcé pour les mathématiques, les sciences exactes et la lecture s'affirmèrent et malgré la volonté paternelle d'une carrière dans la magistrature, il se tourna rapidement vers la chose militaire. En 1790, il obtint un brevet de sous-lieutenant dans un corps de milice, le bataillon de garnison de Chartres, et acheva dans le même temps ses humanités au collège de Dijon. C'est à Dijon, en 1791, qu'il rencontre, par l'intermédiaire de son cousin Lelieur de Ville-sur-Acre, lieutenant au régiment d'artillerie d'Auxonne, Bonaparte dont il était l'ami à Brienne, qui se trouvait alors en garnison à Auxonne, régiment d'artillerie de la Fère. Par la suite, Lelieur et Bonaparte revinrent à 3 reprises, le premier étant destiné à devenir le mentor du jeune Auguste au régiment d'artillerie. L'année suivante, Marmont réussit le concours d'entrée à l'école d'artillerie de Metz, alors transféré à Chalon-sur-Marne et le 1er septembre 1792, il est lieutenant en second au 1er régiment d'artillerie à pied, puis au début de 1793, lieutenant d'artillerie à l'armée des Alpes. Il n'a pas encore 20 ans. C'est à Toulon, en décembre 1793, faisant partie d'un détachement de 2 compagnies d'artillerie envoyées par Kellermann qu'enfin Marmont retrouva Bonaparte. Là, je retrouvai cet homme extraordinaire que j'avais vu dans mon enfance, destiné à parcourir une carrière si prodigieuse, et auquel pendant tant d'années, ma vie devait être consacrée sans partage, écrira Marmont dans ses mémoires. Il retrouvait aussi Junot et Duroc, rencontrés en Bourgogne. Marmont se fit remarquer alors par sa grande bravoure, comportement que l'on retrouvera tout au long de sa carrière comme lors de la campagne de 1813. Son instruction générale supérieure à la moyenne, son appartenance à une arme savante ne tardèrent pas à lui permettre d'être reconnu et apprécié. De fait, Bonaparte et Marmont avaient de nombreux points communs. Mêmes origines nobles, même goût pour les mathématiques, pour la stratégie, pour l'artillerie. Il participa à ce titre, sous les ordres de Bonaparte, à la tête d'une colonne à la prise du fort Mulgrave, dit Petit Gibraltar, le 18 décembre 1793. Si Bonaparte est nommé le 22 décembre général de brigade, Marmont est fait capitaine et reste affecté au nouveau général à l'artillerie de l'armée d'Italie. Dans ce nouveau cadre, Marmont est chargé de la défense des côtes maritimes, notamment aux îles d'Hyères et du golfe Roanne, de l'inspection et de l'instruction sur toute la côte. Il entreprit également une reconnaissance avec Bonaparte, jusqu'à Gênes. La chute de Robespierre les 9 et 10 Thermidor en 2, changea la donne politique. Le 9 août 1794, 22 Thermidor en 2, Bonaparte, pour ses liens avec Augustin Robespierre dit le Jeune, était arrêté, suspendu de ses fonctions et incarcéré à Nice avant son transfert vers Paris. Marmont, dans ses mémoires,
raconte qu'avec Junot et un certain Tallien, il avait envisagé de le soustraire de force à l'autorité et de fuir avec lui vers Gênes. L'entreprise tourna court, mais elle en dit long sur l'état d'esprit des jeunes gens. Bonaparte, de son côté, avait multiplié les courriers vers Paris auprès de Barras, auprès des Thermidoriens mais aussi vers Salicetti qui le fit libérer le 20 août. Il fut lavé de tout soupçon mais resta en semi-disgrâce sous les ordres du général du Merbion. Puis, après un automne hésitant sur le front des Alpes, Bonaparte était nommé au commandement de l'artillerie de l'armée de l'Ouest. Considérant cette nomination injuste, il décida de partir à Paris. Il emmenait avec lui, sans ordre régulier, Junot et Marmont, qui abandonnait son poste dans l'armée des Pyrénées, mais aussi son frère Louis dont il faisait l'éducation. Leur voyage n'étant pas officiel, ils se déplacèrent séparément pour se rejoindre à Châtillon-sur-Seine, chez les parents de Marmont à la mi-mai 1795. Ce séjour des 4 hommes à Châtillon du 18 au 22 mai 1795 nous est connu à travers de multiples mémoires. Arrivé le premier, Marmont, jeune capitaine de 21 ans, fierté de sa famille, fit le panégyrique de son chef d'ailleurs inconnu en Bourgogne puisque le vainqueur de Toulon s'appelait Pourtout du Gommier. Les Marmont reçurent avec empressement le petit général aux pommettes saillantes, aux cheveux mal peignés et à la redingote élimée. Napoléon à Sainte-Hélène, racontera à Lacaze, ce père du propre dire de son fils était un véritable avare, mais il avait à cœur de bien traiter son hôte qui venait d'avoir tant de bonté pour son fils, et il le fit à la façon fastueuse des avares. Il voulut qu'on jetât tout par les fenêtres, on était au temps des chaleurs, et il ordonna dans toute chambre des feux à étouffer. Ce trait eût été recueilli par Molière. Bonaparte se révéla taciturne, difficile. Pour occuper leur journée, Madame de Marmont emmena ses visiteurs chez leurs voisins, les Chastenay, dont le père avait été député de la noblesse aux États généraux. Leur fille de 25 ans, Victorine, célèbre mémorialiste par la suite, rapporta cette venue. Je puis attester que si jamais Monsieur de Marmont a rendu un culte d'admiration et de dévouement à Bonaparte, ce fut à cette époque. Je n'ai jamais vu pareil enthousiasme, tout ce qu'il savait il prétendait lui devoir, toutes ses idées il les lui rapportait. L'opinion qu'il avait de son génie et de sa supériorité passait tout ce que la magie de la puissance a pu depuis en faire concevoir. À Châtillon, Bonaparte a pris sa mise à la retraite en demi-solde. Le lendemain, 22 mai, il partait vers Paris. Un retraité, un adolescent et 2 déserteurs, drôle d'équipe. À leur départ, le père de Marmont leur glissa un paquet d'assignats et une poignée d'or dans la main de son fils. Le père de Junot avait fait de même. À Paris, Aubry, membre du comité de salut public, lui confirma sa mise en disposition. Notre équipe se retrouva alors dans Paris sans but. Nous voilà donc à Paris, Bonaparte sans emploi, moi sans autorisation régulière et Junot, attaché comme aide de camp à un général dont on ne voulait pas se servir, logé à l'Hôtel de la Liberté, rue des Fossés-Montmartre, passant notre vie au Palais Royal ou au spectacle, ayant fort peu d'argent et point d'avenir. Cette période de misère et de rapine marquera à jamais Bonaparte qui saura toujours être indulgent avec ses anciens compagnons, lors des folies de Junot ou des erreurs de Marmont. Un homme avec qui j'ai partagé mon pain. En fait, tous vivaient grâce aux subsides envoyés par les pères de Marmont et de Junot, profitaient des repas chez la citoyenne Permont, mère de la future générale Junot, ou encore allaient au théâtre grâce aux billets de faveur que leur procurait un ancien condisciple de Bonaparte à Brienne, Bourrienne. Après plusieurs mois, las d'attendre, de vivre dans la misère qu'il détestait, mais avec la permission de Bonaparte, Marmont obtint une affectation à l'armée du Rhin qui assiégeait alors la ville de Mayence. Il emmenait avec lui Louis, qu'il devait déposer à l'école de Châlons. Dans ses mémoires, il raconte ainsi son voyage. Je fis mes petits équipages, et comme j'ai toujours une manière de magnificence, j'achetai une jolie chaise de poste, un bel équipage de cheval, de très bonnes cartes et tout ce qu'il fallait pour paraître convenablement sur le nouveau théâtre où je me rendais. Mes finances avaient pu pourvoir à tout, et il me restait en partant de Paris, des assignats en abondance et une réserve de 10 louis en or qui composait ma véritable richesse. Je voyageais comme une espèce de seigneur. Cet extrait contraste avec l'habituelle vision de période de misère relatée par les historiens de Bonaparte. D'où vient l'argent de Marmont? De sa solde? De l'argent de son père? Ou encore des gains spéculatifs dans lesquels Bourrienne traînait?
Au-delà de ces questions, le passage montre ce goût de Marmont pour le luxe, goût qu'il conservera jusqu'à la fin de sa vie. Sa fortune ne dura pas puisqu'entre Strasbourg et Mayence, il fut délesté pendant une nuit et arriva à son régiment sans habit de rechange, armes et argent. Quelques mois en Allemagne ne firent pas oublier Marmont à Bonaparte, et dès février 1796, nommé général en chef de l'armée de l'intérieur, après son intervention lors du 13 Vendémiaire, il rappelait Marmont auprès de lui, le faisant nommer son aide de camp avec le grade de chef de bataillon. Il suivit évidemment avec Duroc, Junot et Murat son ami en Italie. L'Italie ou les chemins de la gloire. Au cours de la première campagne d'Italie, Marmont va se distinguer particulièrement. À Lodi, le 10 mai, il enlevait, à la tête d'un détachement de cavalerie, la première pièce à l'ennemi. Cela lui vaudra un sabre d'honneur. Le 11 mai 1796, le lendemain de la victoire de Lodi, Salicetti, commissaire au directoire près de l'armée d'Italie, écrivait « Tout le monde a fait son devoir, mais je dois à la justice la plus méritée de remarquer particulièrement le chef de bataillon Marmont et Marois, aide de camp du général en chef. Le premier qui dans toutes les affaires s'est souvent conduit avec autant d'intelligence que de bravoure, a enlevé à la tête d'un détachement de cavalerie la première pièce à l'ennemi. » Sa valeur fut à nouveau confirmée lors de la bataille de Saint-Georges, 15 septembre 1796, devant Mantoue où il enleva la tête de pont intérieur du faubourg avec 2 bataillons de grenadiers et repoussa la charge d'un régiment de cuirassiers, ou encore le 17 novembre, à la suite de la bataille d'Arcole où il emporta le village d'Albaredo et prit 2 canons. Pour Albert Ducasse, Marmont était pour Bonaparte un aide de camp précieux. Non seulement on pouvait l'employer comme officier de son arme, mais aussi l'utiliser pour des opérations de toute nature, car il était plein d'instructions, d'activité et de bravoure, propre aussi bien à un coup de main qu'à une mission délicate. C'est aussi à Arcole que Marmont, encadrant Bonaparte sur le pont avec Muiron, saura avec Louis le sortir de l'eau, tandis que Muiron se faisait tuer. Entre-temps, il avait assisté à la signature de l'armistice de Cherasco. Marmont aide-de-camp ne cessait d'aller d'une division à l'autre, porteur des ordres de son chef. Il était pleinement heureux, et vivait la guerre telle qu'il l'avait rêvée. Enthousiasme, exaltation, les sentiments de Marmont se mêlent. « Nos succès sont vraiment incroyables », écrit-il à son père, « ils éternisent à jamais le nom du général Bonaparte. Cette campagne est la plus belle et la plus brillante qui ait jamais été faite. Elle doit être écrite et lue. Elle est savante, et ceux qui pourront la comprendre en tireront bien parti. » Après la bataille de Saint-Georges, en récompense de ses faits d'armes, il était expédié à Paris pour annoncer la victoire et amener les trophées de la campagne. Le 1er octobre 1796, il était reçu solennellement au Palais du Luxembourg par le Directoire dirigé alors par la Revellière Lépaut. Il remit lors de cette fastueuse cérémonie les 22 drapeaux autrichiens pris lors des combats d'août et de septembre. Il repartit avec sa nomination comme chef de brigade, colonel, et chef du 2e régiment d'artillerie à cheval à la demande expresse de Bonaparte. Il est alors colonel à 22 ans. Sur le chemin du retour, il s'arrêta à nouveau à Châtillon. Son père fut cette fois gonflé d'orgueil. Il grava la date du passage de son fils sur le fronton de sa demeure, et surmonta l'inscription d'une peinture représentant les 22 drapeaux ramenés à Paris. À son retour en Italie, il était, nous l'avons vu, à la bataille d'Arcole puis à celle de Rivoli. Le 2 février 1797, Mantoue capitulait. L'armée française se précipitait alors vers l'Italie centrale, et signait le 19 février la paix de Tolentino qui dépouillait le souverain pontife d'une partie de ses États. À la suite de la signature, Bonaparte envoya Marmont avec 2 officiers pour s'assurer de la bonne exécution de la paix, qui consistait principalement en versement de sommes astronomiques à la République. Par la suite, il servit d'intermédiaire lors des négociations avec l'archiduc Charles qui donnèrent lieu à un armistice le 7 avril 1797, puis aux préliminaires de la paix de Léoben du 17 avril. Détaché auprès du général Baraguet d'Illiers, il participait à la répression des massacres commis par les Vénitiens. Puis il se rendit en tant que commissaire au congrès de Reggio qui allait permettre la création de la République cisalpine, le 20 juin 1797. Le 17 octobre enfin,
La campagne était conclue par le traité de Campo Formio. Avec 35 000 hommes, Bonaparte avait fait 110 000 prisonniers, capturé 60 canons, vaincu la plus vieille dynastie d'Europe et envoyé des millions au Directoire. Pendant toute la campagne, Bonaparte a témoigné à Marmont la plus affectueuse confiance, lui ouvrant son cœur, lui confiant ses pensées les plus secrètes notamment dans sa relation avec Joséphine. Le général Bonaparte, quelque occupé qu'il fût de sa grandeur, des intérêts qui lui étaient confiés et de son avenir, avait encore du temps pour se livrer à des sentiments d'une autre nature, il pensait sans cesse à sa femme. Il la désirait, il l'attendait avec impatience. Elle de son côté était plus occupée de jouir des triomphes de son mari au milieu de Paris que de venir le joindre. Il me parlait souvent d'elle et de son amour avec l'épanchement, la fougue et l'illusion d'un très jeune homme. Les retards continus qu'elle mettait à son départ le tourmentaient péniblement, et il se laissait aller à des mouvements de jalousie et à une sorte de superstition qui était fort dans sa nature. Marmont, me dit-il, ma femme est bien malade ou infidèle. La confiance de Bonaparte en Marmont se confirma avec l'arrivée d'Eugène de Beauharnais, en juin 1797 comme aide de camp. À pas encore 16 ans, il est confié à Marmont qui lui apprend le service en campagne, le tir, la balistique. Ils finiront la campagne ensemble. De Campo Formio, Bonaparte, accompagné de Marmont et d'Eugène, rejoignit Rastatt où un congrès diplomatique se préparait. Traversant la Savoie, la Suisse, la Forêt-Noire, ils furent reçus en triomphateurs. À Rastatt, Marmont sera envoyé à Karlsruhe pour complimenter le margrave. Puis, après une semaine, du 26 novembre au 2 décembre, la petite troupe regagna la France par Strasbourg où les rejoignirent Berthier et Championnet. La marche triomphale pouvait alors reprendre vers Paris, où ils arrivèrent le 5 décembre 1797. Les liens entre les deux hommes semblaient alors indéfectibles. Bonaparte, soucieux à la fois d'entretenir son amitié mais aussi de développer ses réseaux, entreprit alors de marier son ami. Marmont souhaitait depuis longtemps épouser sa voisine bourguignonne, Victorine de Chastenay. Le père de celle-ci, soucieux d'éviter une mésalliance, avait refusé. Bonaparte avait alors proposé une cousine de son épouse, Émilie de Beauharnais. Marmont avait également refusé et s'était engagé dans la cour d'Hortense, fille de Jean-François Pergaud, riche banquier suisse installé à Paris. Le 12 avril 1798, Marmont épousait mademoiselle Perregaux. Mariage voulu par Bonaparte ? Ce dernier l'affirmera en 1814 à Caulaincourt en parlant de son ancienne amie. Élevé dans mon camp, nourri dans ma maison, marié par moi. Bonaparte avait voulu donner une preuve de son affection à son aide de camp en lui constituant une dot de 500 000 francs, présent d'autant plus généreux qu'il ne possédait alors qu'1 million. En tout cas, le mariage permettait de lier Pergaud et ses finances au réseau Bonaparte. Quant à la jeune femme, elle apportait 1 million en dot à son mari. Néanmoins, dans le contrat de mariage, si Marmont reconnaissait un apport parental de 212 000 francs, son épouse n'en apportait en définitive que 360 000 francs. De plus, ni Bonaparte ni les parents de Marmont n'étaient présents au mariage. Dans ses mémoires, Marmont expliquera l'absence du premier par un voyage de celui-ci sur la côte boulonnaise en vue d'une descente en Angleterre. Plus sûrement, la cause de la fâcherie semble due au refus d'une mission d'espionnage en Angleterre par Marmont. Quant aux parents, s'ils ont doté leur fils, ils refusèrent en revanche de se déplacer pour cette alliance peu souhaitée. L'Orient. L'Égypte attendait Bonaparte qui emmenait évidemment avec lui en qualité d'aide de camp, Louis, Eugène, Junot et Marmont. Ce dernier s'illustra lors de la prise de Malte, le 11 mai 1798, débarquant avec l'âne et Vaubois à la tête de 5 bataillons. Pour ses actions, il était fait le 11 juin général de brigade, il avait seulement 24 ans. Cette fougue, cet enthousiasme était à nouveau mentionné lors de la prise d'Alexandrie début juillet, par l'enfoncement de la porte dite de Rosette. Par la suite, Marmont se vit alors offrir différentes missions. Répression d'une rébellion à Damanhauer, mission d'observation de l'escadre anglaise le long du delta et maintien de la communication de Rosette à Alexandrie pour empêcher la communication de l'escadre avec la terre, administration militaire de la zone entre Rosette et Alexandrie. Pendant son séjour à Rosette, Marmont passait sous les ordres du général de division Menou avec qui il ne s'entend guère, sauf dans l'amour des femmes. Si leur relation restait toujours aussi cordiale,
Le tutoiement entre les deux hommes disparut. Bonaparte, devenu l'étoile que l'on connaît, mettait de plus en plus de distance avec ses subordonnés, même amis depuis quelques années. Néanmoins, à la mi-décembre, Bonaparte nommait Marmont gouverneur de la ville d'Alexandrie. Marmont prenait la place de Kléber que le généralissime souhaitait auprès de lui. La joie de Marmont fut forte devant ce premier commandement d'importance. « Je ferai tout pour justifier votre choix, et si le zèle le plus constant et l'activité la plus soutenue suffisent, j'espère m'acquitter d'une manière satisfaisante de la tâche que vous m'avez imposée. Elle me paraît plus pénible que parce qu'elle m'éloigne de vous. » À partir du mois de janvier 1799, Bonaparte partit pour la Palestine. Marmont révéla des talents d'administrateur et de pacificateur, cherchant à comprendre les habitants, s'occupant activement du ravitaillement, inspectant les hôpitaux. Il donna alors sa pleine mesure, voulant justifier le choix de Bonaparte. Cependant, rappelons l'incident du 12 juillet, où face à la présence d'une flotte anglo-ottomane devant Aboukir, Marmont, prévenu par le commandant Godard, commandant du fort protégeant la rade, décide faute d'une armée suffisante, 1000 hommes, de s'enfermer dans Alexandrie, laissant Godard et ses 300 hommes se faire massacrer par les janissaires. La situation d'Alexandrie tournait à la catastrophe, mais les assaillants commirent l'erreur de ne pas attaquer tout de suite, donnant à Bonaparte, enfin prévenu, le temps d'intervenir. Avec une armée de 6000 hommes, il arriva devant la ville le 24 juillet et tensa vertement son ami. « Les Turcs n'ont presque pas de cavalerie et vous tolérez leur débarquement. Avec vos canons, vous deviez les arrêter. Est-ce que des soldats en chaloupe peuvent se défendre contre de l'artillerie ?» Marmont fut exclu de la bataille d'Aboukir. Malgré mes prières, il me refusa de le suivre. J'en eus un véritable chagrin. Le soir même du 25 juillet, plus de 12 000 cadavres turcs flottaient dans la baie d'Aboukir. Une nouvelle fois, le génie de Bonaparte l'avait emporté. Marmont a-t-il commis une faute en n'empêchant pas le débarquement ? Dans les mêmes circonstances, les généraux Friant, Lanus et Menou tentèrent sans succès de s'opposer en 1801 à un débarquement anglo-turc. Sans succès, ils ne durent leur salut qu'en rentrant dans Alexandrie. Pour autant, la faute fut pardonnée puisque Marmont suivit Bonaparte lors de son retour en France. Les deux hommes apparaissent encore proches comme le signale Barras dans ses mémoires. Bonaparte vint chez moi, accompagné de Marmont, qui semble lui tenir lieu de tout, même de valet de chambre en ses premiers moments, car il en remplit tout à fait l'office envers le général Bonaparte quand ils vinrent au Luxembourg. Marmont soutient son maître descendant de voiture. Il l'aide quand il monte l'escalier. Il lui ôte sa redingote quand il entre, la lui remet quand il sort. Au-delà des remarques ironiques de Barras, quelle fut l'action de Marmont dans ses jours de coup d'État ? Comme Berthier, Lannes et Murat, il fut chargé de sonder l'armée notamment pour lui, l'artillerie. La maison de la rue Saint-Lazare fut le lieu de rencontre d'officiers supérieurs de son arme, mais aussi des relations de son épouse et de son beau-père dans les milieux financiers et parisiens. Les 18 et 19 Brumaire, il sera néanmoins éclipsé par d'autres compagnons de gloire comme Murat, Lefebvre ou encore le propre frère de Napoléon, Lucien, président du Conseil des 500. Le 18, il rejoindra avec Berthier, Murat et d'autres, boulevard de la Madeleine, le cortège des officiers et généraux qui paradaient derrière Bonaparte. Le 19, il fut simplement chargé de l'artillerie de la garnison de Paris sous les ordres de Lannes, prêt à l'utiliser contre les royalistes ou les jacobins. Il n'aura pas à intervenir. Bonaparte lui a préféré Murat et Leclerc. Peut-être se souvient-il des hésitations de Marmont avant la bataille d'Aboukir, lors du débarquement anglais, ou tout simplement a-t-il choisi des meneurs d'hommes pour conforter son action ? Toujours est-il que le 20 Brumaire, le nouveau premier consul recevait son ami et lui donnait à choisir entre le commandement de l'artillerie de la garde consulaire et un siège de conseiller d'État. Ne désirant pas se placer sous les ordres de Lannes, Marmont préféra un siège de conseiller d'État inscrit à la section de la guerre. Il a alors 25 ans. Les années 1800 à 1804 montrent un progressif éloignement des deux hommes. Dans un premier temps, Marmont participa aux travaux du Conseil d'État, notamment aux réformes du train d'artillerie pour le rendre plus autonome. À cette époque, les attelages de l'artillerie appartenaient à des entreprises commerciales et les charges étaient vendues comme des études de notaire ou d'huissier. Elles fournissaient les charretiers, les chevaux, les véhicules, les caissons.
Seuls les canons appartenaient à l'armée. Celle-ci devait donc payer un loyer pour le matériel et le transport. Les civils se mélangeaient souvent aux militaires, sans véritable cohésion. Marmont proposa la suppression du système et l'obtint. Tout revint aux canonniers. Mais il fallait tout racheter, et les caisses étaient vides. La mesure était donc difficile à financer dans un premier temps. Par la suite, il réforma les différentes parties de l'artillerie, simplifiant les calibres de campagne, rendit le matériel plus léger et établit un modèle qui fit le tour de l'Europe. De même il sera, lors de l'un de ses séjours à Paris entre deux campagnes, l'un des conseillers chargés de soutenir devant le corps législatif le projet de loi instituant la Légion d'honneur, le 29 Floréal Landis, 19 mai 1802. En revanche, il se montra hostile à l'abrogation des lois contre les émigrés, les jugeant arrogants et insolents. Il ne fut pas non plus très favorable au Concordat, comme nombre de ses camarades, sans aller comme Moreau ou Bernadotte jusqu'au complot contre le premier consul. Dans leur mémoire, Roederer et Girardin affirment qu'il aurait voté contre le projet établissant le consulat à vie, ce qui paraît invraisemblable du fait de son admiration pour Bonaparte et de ses intérêts financiers. Malgré son échec lors d'une négociation auprès de banquiers hollandais, Marmont se vantait de plus en plus d'être la pièce angulaire du nouveau régime du fait de ses liens avec Perregaux. Le général Griot dans ses mémoires évoque la faveur dont Marmont jouissait auprès de Bonaparte lui donnait une grande importance et sa maison, rue de Paradis, ne désemplissait pas de courtisans et de solliciteurs. C'est pendant cette période que l'on peut percevoir, selon les contemporains, les premiers signes de vanité et d'orgueil de notre personnage. Il goûte auprès de son épouse, de son beau-père, une satisfaction de parvenu. Il est comblé de cadeaux, dispose d'une importante domesticité. Il est aussi jaloux. Hortense est de plus en plus épanouie, de plus en plus jolie. Sa meilleure amie est Hortense de Beauharnais, qu'il invite souvent à Malmaison. Elle y vint peu car Marmont craignait les marivaudages des jardins d'une cour trop libertine. Difficile alors pour lui de surveiller son épouse quand l'armée l'appelait. La guerre lui permit à nouveau de briller notamment lors du célèbre passage du col du Grand Saint-Bernard. Il exerça alors un grand commandement, devenant commandant de l'artillerie de l'armée. Au prix d'efforts extraordinaires et d'une grande ingéniosité, Marmont organisa entre le 15 et le 25 mai 1800 le passage de l'artillerie par le col. Au lieu de transporter les canons sur des traîneaux, comme l'avait prévu son prédécesseur le général Saint-Rémy, il fit démonter tous les canons, coupés, taillés, creusés dans les sapins pour y déposer les fûts, traînés ensuite par des cordages attelés à des mulets ou des hommes venus des divisions Chambarlac et Monnier. Marmont accomplit ici un travail considérable pour établir convenablement le parc d'artillerie et organiser le service du passage. Il donna l'exemple, maniant la pioche et la hache comme un simple pionnier. Il réussit ainsi à faire passer quelques pièces d'artillerie. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.